Salut les myciculteurs, c'est Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Alors dans cette vidéo, j'ai fait de longues recherches à travers mes livres et sur l'internet anglophone. Et j'ai recensé pour vous un premier jet de tout le matériel professionnel utilisé dans la culture des champignons. C'est parti! Alors j'ai divisé ce matériel en trois grandes parties. Le matériel pour la production de mycélium, le matériel pour la production de champignons et le matériel pour la vente des champignons. Alors tout d'abord j'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur le métier de myciculteur. En réalité il y a trois métiers dans la culture des champignons. Le premier métier c'est producteur de mycélium. Le myciculteur qui exerce cette fonction est chargé de fabriquer ce que l'on peut nommer par analogie aux plantes les graines de champignons. Il sélectionne et conserve également les meilleures souches des variétés dont il produit le mycélium. Le deuxième métier, c'est le producteur de champignons. Le myciculteur qui exerce cette fonction doit faire donc fructifier les sporophores, donc qui sont les fruits des champignons, sur les substrats qui sont prévus à cet effet. Il doit également s'occuper de l'environnement de culture en le paramétrant correctement et récolter les champignons une fois la bonne maturation atteinte. Et enfin, le troisième métier donc c'est vendeur de champignons. La vente donc c'est une compétence transverse à d'autres métiers. Mais le vendeur de champignons doit savoir également connaître, transporter et conserver correctement les fruits jusqu'à ses clients. Comme vous le comprenez à présent en fonction du ou des métiers de la myciculture que vous souhaitez faire, le choix du matériel professionnel pour la production sera différent en fonction de vos objectifs. Si vous souhaitez en savoir plus sur les trois métiers de la myciculture, je vous propose de regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Donc commençons de suite avec le matériel pour la production de mycélium. La production de mycélium consiste donc en la création d'un substrat de colonisation. Nous aurons donc besoin de conteneurs pour cette colonisation. Le conteneur de colonisation contient donc le mycélium qui va servir plus tard à ensemencer le substrat de fructification. Généralement, il s'agit d'un sac autoclavable en polypropylène. Sa résistance à la chaleur permet de le stériliser directement avec le substrat à l'intérieur. Le sac doit également être souple pour permettre de manipuler la masse de grains à l'intérieur. Cette masse de grains doit être cassée pour obtenir de nombreux grains séparés pour ensemencer le substrat de fructification de la manière la plus homogène possible. Dans un contexte professionnel, je ne vous conseille pas d'utiliser des bocaux en verre. Ils sont certes réutilisables, mais leurs volumes sont moindres et ils demandent une logistique importante pour être parfaitement nettoyés entre chaque session. Ensuite, vous pouvez très bien avoir besoin de seaux ou de fûts alimentaires. Les matières premières sont la base de votre substrat de colonisation pour champignons. C'est donc les matières premières qui vont nourrir vos champignons. Elles sont très importantes. Si elles sont contaminées ou pourries, ne cherchez même pas à les utiliser. En fait, vous risquez de contaminer tout le reste de votre chaîne de production. C'est pour cela qu'il faut les stocker convenablement. Des seaux ou des fûts alimentaires sont généralement donc utilisés pour stocker vos grains, votre sciure ou tout autre substrat en vrac utilisé pour le substrat de colonisation. Ainsi, vos matières premières seront au sec et également fermées hermétiquement. Les petits rongeurs et autres insectes feront un festin de vos graines s'ils parviennent à les atteindre. Voyons maintenant le matériel de laboratoire pour l'ensemencement. La pièce où vous allez ensemencer les substrats de colonisation, vos géloses ou vos cultures liquides doit être, si possible, dédiée à cela. On appelle également ce lieu laboratoire car il contient le matériel de précision et doit être extrêmement propre. Son revêtement doit être nettoyable le plus facilement possible également. Donc comment se créer un environnement stérile? Une fois vos substrats de colonisation stérilisés, ceux-ci doivent être généralement ouverts à l'air libre pour rajouter l'espèce de champignon qui va le coloniser. Mais l'air renferme de nombreux contaminants invisibles.
C'est pour cela que la création d'une atmosphère stérile est très importante dans cette phase précoce de la production. Encore une fois, si le début de la chaîne est contaminé, le reste de la chaîne le sera aussi. Vous pouvez donc utiliser le matériel suivant. Un four de cuisson, plutôt pour les particuliers, un bec benzène, une glove box, une schmoove box, une haute à flux laminaire, et enfin, si vous avez des sous, une salle blanche. La haute à flux laminaire et la salle blanche restent les plus adaptées en termes de matériel professionnel. Lorsque de grosses quantités de substrats doivent être ensemencés, certains enjeux commerciaux ne peuvent pas être mis de côté. Un myciculteur professionnel ne peut pas se permettre de perdre 15 ou 20% de sa production de mycélium, alors que cette erreur ne pose pas de problème pour un particulier. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Voyons maintenant l'autoclave et le semi-stérilisateur. Le début de la chaîne de production doit être géré avec le plus grand soin. Ici, on ne peut pas se contenter de pasteuriser le type de milieu utilisé. Il est généralement riche en nutriments. Les pertes doivent être le plus minime possible lorsque l'on se professionnalise. Un petit autoclave permet de stériliser les préparations d'agar pour les géloses ou les cultures liquides. Une pression de 15 PSI permet une montée en température de 121 degrés environ pour éliminer toute contamination. Vous pouvez également utiliser une cocotte minute si vous souhaitez pour réaliser de petits volumes. Je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran pour choisir le stérilisateur qu'il vous faut. Si vous décidez de fabriquer le mycélium sur grain, il faudra plutôt viser un stérilisateur à vapeur, soit semi-stérilisateur en réalité, car vous aurez besoin de beaucoup de volume de grains dans un contexte professionnel. Cet appareil peut être créé dans un bidon industriel de 100 ou 200 litres modifié. Au fond, une grille surélevée sur laquelle les substrats de grains à stériliser sont posés. Sous la grille, une résistance trempe dans l'eau, la chauffe et génère de la vapeur pour stériliser le substrat. L'eau reste à un niveau stable avec un tuyau qui alimente le fond du bidon et elle est régulée par un flotteur. Le couvercle est troué pour laisser donc échapper la vapeur et un manomètre permet d'observer la pression durant le processus. Enfin, si vous voulez stériliser des substrats de graines en très grosse quantité, vous pouvez utiliser un autoclave à double paroi. Il fonctionne selon le même principe qu'un petit autoclave, sauf que son volume est beaucoup plus spacieux et que le revêtement qui le compose est davantage sécurisé par une doublure. Petite remarque, si vous utilisez de la sciure comme substrat de colonisation pour la culture en extérieur, elle peut simplement être pasteurisée. Voyons maintenant la thermosoudeuse. Si vous utilisez des sacs en polypropylène qui ont été autoclavés, la stérilité doit être maintenue après l'ensemencement en les rendant hermétiques aux contaminants de l'air. Une thermosoudeuse fait donc fondre les côtés supérieurs du sac pour permettre à ceux-ci de se lier et de sceller le sac. Pour les autres conteneurs choisis, la thermosoudeuse n'est pas nécessaire. Ensuite, il vous faut une pièce d'incubation avec du matériel donc pour la culture des champignons. Une fois donc le lardage ou l'ensemencement effectué sur le substrat de colonisation, le mycélium doit pouvoir pousser dans les meilleures conditions. La pièce utilisée pour accueillir les substrats de fructification doit être isolée le mieux possible. La température est le facteur le plus dur à contrôler en myciculture et le plus énergivore. D'où d'ailleurs l'intérêt de choisir des souches de champignons adaptées à vos climats. Une climatisation réversible permet de chauffer et donc de refroidir l'air. Prenez-en une qui soit adaptée à la taille de la pièce. Une température la plus constante possible, entre 21 et 25 degrés, est idéale pour une majorité de champignons et donc davantage favorable pour la vitesse de colonisation du mycélium. De plus, si les substrats sont colonisés de manière régulière dans le temps, les roulements donc de production ils seront plus simples à établir. Parlons maintenant du matériel professionnel pour la production des champignons. Tout d'abord, voyons le matériel pour le stockage des matières premières pour les substrats de fructification. Alors les mêmes remarques s'appliquent ici
pour le stockage des matières donc, qui composent le substrat de colonisation finalement. Dans tous les cas, les éléments de substrat doivent être stockés dans un lieu sec. Si vous faites livrer par exemple du pellet sur palette, les substrats sont emballés, il n'y a pas de problème. Mais si vous allez chercher une remorque de sciure à la scierie du coin ou de la paille dans une ferme, il faudra stocker le substrat en lieu sûr. Si vos quantités ne sont pas trop importantes, vous pouvez partir sur de gros fûts alimentaires en plastique. Si vous récupérez des quantités plus importantes, vous pouvez les mettre en vrac sous un hangar, mais ce n'est jamais de très bon augure pour la présence d'insectes et de parasites. Pensez que plus le lieu est sûr, plus les chances de réussite de vos substrats seront grandes. Vérifiez bien que le substrat donc, que vous récupérez soit sec. Le cas échéant, le substrat devra être séché sur une bâche propre, au soleil ou à l'abri. Voyons les broyeurs de végétaux. Beaucoup de myciculteurs récupèrent de la paille de céréales ou des végétaux locaux comme substrat de fructification. Pour créer une bonne granulométrie du substrat de colonisation, la matière de base doit également être réduite. Vos substrats à champignons seront plus denses et plus productifs. J'ai par le passé utilisé une débroussailleuse pour couper tant bien que mal la paille dans un grand seau. Ça peut être une stratégie suffisante pour des particuliers. Mais dans le cadre d'une production plus solide, je vous conseille plutôt d'utiliser un broyeur à végétaux thermique. La puissance dépendra donc de la dureté des végétaux que vous aurez à hacher. Mais je vous déconseille un broyeur électrique pour une utilisation régulière. Alors une réduction des broyats de 1/5 à 1/10 est suffisante en termes de ratio. Les broyeurs à plateau à lame produisent les broyats les plus fins, donc je vous les recommande. Vous aurez besoin aussi de sacs à broyat donc, qui seront prévus pour récupérer votre substrat. Voyons maintenant les mélangeuses à substrat. Alors généralement les substrats contiennent plusieurs ingrédients. Il faut donc les mélanger. Il est important que l'eau soit bien répartie pour permettre à l'ensemble des champignons d'avoir une fructification homogène et de ne pas souffrir d'excès donc ou de manque d'eau. Si vous utilisez des suppléments, il ne faut pas que le substrat de fructification contienne de grumeaux. Si vous permettez à de petites zones riches en nutriments d'exister, eh bien le risque de contamination augmente donc sur ce type d'agglutinat, car ils sont très riches en nutriments. Dans un premier temps, mélanger les ingrédients sans eau peut permettre une meilleure répartition. Il existe ensuite 3 façons de mélanger le substrat. La première manière, c'est d'utiliser une mélangeuse à ruban. C'est un appareil qui consiste en un conteneur fixe avec des lames mélangeuses montées sur un axe central. Certaines sont conçues pour fonctionner avec un substrat humide, d'autres avec un substrat sec. Un mélange peut également être réalisé à l'aide d'une bétonnière qui suit la philosophie inverse en tournant sur elle-même. Enfin, la mélangeuse à vis est un bon outil également. Elle fonctionne selon le principe d'un conteneur fixe horizontal ou vertical avec à l'intérieur des vis fixes tournant en sens inverse pour mélanger les ingrédients. Alors le conteneur de fructification, il faut savoir qu'il n'y a pas de meilleur conteneur de fructification. Le choix est subjectif en fonction de la souche de champignons que vous voulez cultiver, de l'itinéraire technique et de votre propre philosophie. Laissez-moi vous éclairer un peu. Si jamais vous cultivez des champignons de compost, comme les champignons de Paris ou bien le pied bleu, vous n'aurez pas les mêmes besoins que si vous cultivez des champignons dits lignivores comme les pleurotes ou encore du reishi. Explication. Les champignons de compost sont plus faciles à cultiver, par exemple sur des racks de culture disposant d'une large surface, pour y déposer de la terre de gobetage plus facilement. Agaricus bisporus n'a par exemple pas besoin de lumière, donc la densité des racks pourra être augmentée de manière verticale. Autre exemple, les champignons lignivores auront plutôt besoin de substrat vertical. Les pleurotes par exemple, poussent naturellement sur des arbres et préfèrent donc des colonnes en plastique de culture. Cela leur donnera également une forme plus naturelle. De plus, les sacs devront avoir un peu plus d'espace entre eux pour laisser passer suffisamment de lumière. Les pleurotes et la majorité des champignons étant photosensibles. Alors voici une liste non exhaustive des différents types de conteneurs qui peuvent être utilisés pour la culture des champignons.
les sacs de culture, les colonnes de culture, le mur vertical, le rack horizontal, des bouteilles de culture et des seaux percés. Pour faire le choix le plus judicieusement possible, posez-vous également des questions sur la logistique de production. Le conteneur doit-il résister à une stérilisation? Doit-il être réutilisé? La production sera-t-elle automatisée en partie? Comment les conteneurs peuvent-ils être remplis? Tant de questions que vous devez vous poser. Voyons donc les machines remplisseuses de conteneurs. Dans la chaîne de production, le remplissage des conteneurs de fructification peut devenir rapidement fastidieux et lent. Pour l'utilisation du pellet ou de la sciure comme substrat de fructification, l'utilisation d'une remplisseuse de conteneurs peut faire gagner énormément de temps. Alors chaque remplisseuse de conteneurs est spécifique au conteneur lui-même. Par exemple, des bouteilles en plastique dur ou bien des sacs à micropores ou encore des sacs en colonne. Chaque conteneur disposant donc d'un moyen optimal pour être rempli. Globalement, elle ressemble à un grand réservoir contenant le substrat de fructification prêt à l'emploi. Le plus souvent, l'eau est additionnée dans le conteneur par la bouche de la remplisseuse plutôt que directement dans la cuve. Je pense qu'il reste possible d'auto-construire un modèle propre à une utilisation spécifique pour les fermes de petite échelle. Voyons maintenant la stérilisation et la pasteurisation. S'il y a bien du matériel qu'il ne faut pas négliger, c'est celui-ci. Alors pour stériliser le substrat de fructification, on utilise le même matériel que pour stériliser le substrat de colonisation. Le stérilisateur à vapeur et l'autoclave à double paroi sont donc les plus adaptés pour des volumes commerciaux. Je ne vais pas revenir dessus. Pour la pasteurisation, si le substrat doit être pasteurisé, la méthode des bains est la plus pratique. De plus, ce dont vous avez besoin reste peu cher et peut être utilisé comme matériel professionnel. Pour des raisons de choix et de résultats, je vais vous parler du matériel pour une pasteurisation réalisée en trempage dans un bain chaud. Elle peut être facilement adaptée pour donc des bains de chaud, de javel ou de peroxyde d'hydrogène. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo sur les techniques de pasteurisation et de stérilisation. En termes de matériel, pour réaliser une pasteurisation à la chaleur, il vous faut un bidon de 200 litres pour contenir l'eau, un brûleur au butane ou au propane assez puissant donc pour chauffer un gros volume. Ensuite, pour sortir facilement le substrat de l'eau, une fois pasteurisé, utilisez une cage rigide ayant la forme cylindrique du bidon. Celle-ci devra avoir une ouverture inférieure pour permettre de vider facilement le substrat. Pour soulever la cage contenant le substrat, je vous conseille une petite poulie électrique ou bien manuelle pour pouvoir soulever facilement le poids du substrat mouillé et le suspendre pour l'égoutter. Voyons le matériel donc pour une atmosphère stérile. Lorsque le mycélium, sur grain, agar ou culture liquide, est transféré sur un substrat de fructification stérile, celui-ci est ouvert à l'air libre. Ces substrats stériles sont vides biologiquement et seraient rapidement colonisés s'ils venaient être habités par des contaminants. On utilise le même matériel que pour les substrats de colonisation, donc je ne vais pas revenir dessus non plus. Si le substrat est simplement pasteurisé, on peut éventuellement travailler dans une pièce propre, sans matériel pour créer une atmosphère dite stérile. Mais vous aurez toujours plus de réussite en maximisant la propreté de votre environnement, sans aucun doute, notamment dans un contexte commercial. Voyons donc la pièce de fructification pour les pros. Alors cette pièce qui va servir à faire fructifier nos champignons est un endroit où les substrats doivent être complètement colonisés. Ils sont mis ensuite dans des conditions qui permettent aux fruits de se développer. Le matériel permettant la fructification favorise donc le développement du carpophore de champignons. Entre chaque culture, la pièce devrait être nettoyée. Il faudra donc que, comme pour la pièce de colonisation, le revêtement qu'elle porte soit facilement nettoyable, ainsi que les étagères qui soutiennent les substrats. Alors vous aurez également besoin donc d'une climatisation réversible potentiellement. Elle peut être nécessaire pour apporter des affinements de la température de fructification. De base, la pièce que vous choisirez devra être le plus isolée possible car le réglage de la température est encore une fois énergivore. Un chauffage et une climatisation simple peuvent être utilisés en couplage à un thermostat à sonde par exemple.
Ensuite, un humidificateur brumisateur à ultrasons va permettre de maintenir un bon taux d'hygrométrie. Pour une pièce de taille petite à moyenne, soit 10 à 50 mètres carrés, il est préférable d'en choisir un qui a au moins 5 tectes pour la diffusion d'eau. C'est l'équivalent d'environ 3 litres par heure. Un déshumidificateur pourra également être utile s'il y a vraiment une saturation d'humidité qui est défavorable au développement des carpophores. Les deux appareils peuvent être couplés avec un hygrostat à sonde. L'humidificateur peut être mis dans un bidon en plastique pour obtenir une grande réserve d'eau. La vapeur d'eau créée à l'intérieur est poussée à l'extérieur par un ventilateur et sort par des tuyaux qui peuvent orienter le flux de vapeur. Une valve de niveau auto-remplissante peut également être ajoutée pour avoir toujours la même quantité d'eau. Un intracteur et éventuellement un extracteur d'air dans la pièce de fructification permettront aux champignons de bénéficier d'un renouvellement d'air constant. Pour une pièce de 100 mètres cubes, prévoyez une ventilation de 700 à 800 mètres cubes pour une utilisation en continu. Ensuite, une sonde à CO2 ou bien un CO2 mètre peut être utilisée. C'est un appareillage plutôt onéreux utilisé dans des fermes assez sophistiquées comme matériel de culture. Certaines espèces ont besoin d'un taux de CO2 faible lors de la croissance, alors que les champignons en émettent en respirant. Couplée à un extracteur d'air, la sonde à CO2 activera ce dernier lorsque le taux de CO2 dépassera un certain seuil. L'air chargé en CO2 sera ainsi évacué de la pièce. Ensuite, des néons sont les bienvenus si la pièce de fructification n'est pas assez exposée naturellement à la lumière. Chaque champignon a des besoins naturels différents. Comptez une moyenne de 15 watts par mètre carré de culture horizontale, c'est assez suffisant. Les néons devront fournir de la lumière blanche aux champignons, semblable donc à celle du soleil. La lumière du soleil indirecte peut également suffire. Voyons donc le matériel pour la vente des champignons professionnels. Pour la récolte et son organisation, le matériel qui va vous servir doit être prévu donc pour faciliter la logistique, une fois le moment venu. Je vous conseille donc d'utiliser des cagettes en plastique réutilisables, pas trop souples, car les champignons peuvent être lourds. Elles devront aussi pouvoir s'empiler pour plus de facilité. Pensez à choisir des dimensions de cagettes qui remplissent de manière optimale les dimensions de votre frigo de stockage si vous en possédez un, ainsi que l'espace de votre véhicule. Ensuite, vous aurez besoin d'un frigo industriel. Un bon frigo industriel peut être le bienvenu si la production de vos champignons ne se fait pas en flux tendu. Une température de conservation optimale est entre 1 et 2 degrés. Le volume du frigo devrait être choisi en fonction de la quantité de champignons en rotation entre la production et la vente. Et pourquoi pas prévoir un volume plus grand en vue d'un agrandissement. Si vous transportez la marchandise de la ferme jusqu'à votre lieu de vente, vous aurez besoin d'un véhicule. Plusieurs éléments sont essentiels à prendre en compte pour le choisir. La taille de stockage dans le coffre déterminera la quantité donc de champignons que vous pourrez porter d'un trait. Si vous devez faire 2 voyages, la note d'essence sera multipliée par 2. La présence d'un système de réfrigération est peut-être essentielle si vous continuez à produire et à transporter des champignons en été. Que le produit soit destiné à une grande surface ou au marché, la qualité de vos champignons devra être impeccable. En conclusion, tout le matériel que je vous ai présenté ne reflète sûrement qu'une petite partie des possibilités de production pour les fermes de champignons. Les possibilités sont quasi infinies, il suffit de les adapter à votre contexte de production. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les myciculteurs. Si vous vous intéressez davantage à la culture des champignons, je vous invite à télécharger gratuitement votre e-book pour débuter. Le lien est disponible en bas dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner et à la partager. En attendant, moi je vous dis à la prochaine les myciculteurs.